Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Dissolution pour l'année 2026. Il neige, Paris est bloqué, Macron découpe sa galette. Allez voir, c'est parfait, c'est pour moi. J'ai ma technique. Trump fait des dingueries. And you see, I want to be more, but I have somebody watching. Trump fait des dingueries. It was amazing. And think of it, nobody was killed, and on the other side, a lot of people were killed. Unfortunately, I say that, soldiers. Cubans, mostly Cubans, but many, many killed. And they knew we were coming. On va essayer d'y voir plus clair, parce que c'est un sacré foutoir. Ouais, on aurait envie de vous dire bonne année, mais c'est déjà trop tard. On va se contenter de vous souhaiter un bon épisode de Dissolution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Ça va? C'était bien les fêtes? On s'est bien reposé, on a bien rigolé, on a bien mangé? En tous les cas, notre dernier épisode sur Sarko, ça n'a pas fait carton plein, hein. On s'inflige son foutu bouquin, on source toutes les conneries qu'il raconte, on les subvertit pour montrer que la prison, c'est de la belle saloperie bien toxique pour notre société, sans non plus oublier de vous confectionner un délicieux pot pourri d'anecdotes croustillantes. Mais non, vous avez regardé Love Actually, j'imagine, en mangeant du mauvais chocolat. I love you. Bon, assez déconné là, les vœux de Macron. Vous savez, les mêmes âneries qu'il répète chaque année. L'année 2025 doit être une année d'action, une année utile pour vous et pour vous permettre de vivre mieux. Cette année doit donc être et sera une année utile. L'année 2025 doit aussi être une année d'unité. Je veux avoir pour notre nation 3 vœux. D'abord un vœu d'unité. ChatGPT reprend les vœux de l'année dernière et adapte-les pour cette année, s'il te plaît. En revanche, il y a une partie des vœux de l'an dernier qu'il a bien laissé de côté. Et c'est pour cela qu'en 2025, nous continuerons de décider. Et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Ça va? On s'est bien senti consulté? Insulté aussi d'ailleurs. S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors. Ah, c'est rigolo ça. Ça fait des annonces de consultation des citoyens, puis ça se débine modèle géant. On y a cru en plus à la dissolution. Vous vous souvenez dans cette séquence incroyable de la nomination démission du premier gouvernement Lecornu? Mais bon, renommer Lecornu, c'était tellement plus marrant. Je sais le gouvernement à la tâche et le Premier ministre déterminé à être utile au pays, et je veux ce soir les en remercier sincèrement. Il aime bien son Premier ministre qu'il a nommé contre l'avis général. Quelle surprise! Et oh, surprise des surprises, il a enchaîné les platitudes. Au fond, je nous souhaite plus de bienveillance et plus d'humanité. Eh ben, on savait qu'il n'en manquait pas de culot. Mais là, Mon deuxième vœu est un vœu de force, d'indépendance. Oui, merci Marc Oreille. Mon dernier vœu est un vœu d'espérance. Espérance pour nous-mêmes et pour nos enfants. Ne renonçons pas. Ne renonçons pas au progrès, encore possible à condition de le bâtir, de travailler dur. Ah ouais, décidément, il est infect jusqu'au bout des ongles. Oyez, oyez maintenant! Par votre dévotion absolue, votre espérance en votre sauveur et votre dur labeur, vous pourrez espérer maigre pitance! Ces accès de macrono-bourgeoisie aiguë étaient particulièrement répugnants dans le contexte actuel. J'ai une pensée en votre nom à tous, pour celles et ceux qui sont seuls, malades, dans l'épreuve ou le dénuement. Je sais comme la situation est difficile pour beaucoup d'entre vous, placés devant des souffrances personnelles et les malheurs de la vie, et je veux vous dire notre soutien et notre affection. De son affection non plus, hein, surtout qu'il l'a déjà promise, ce renégat. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Ces promesses vides sont vraiment insupportables quand on sait la précarité extrême que ces politiques ont apportée et le dédain avec lequel ces ministres ont traité la question du sans chez soi fixe. Je veux lancer ici une alerte solennelle. En ce début d'année, nous sommes en train de vivre un froid exceptionnel avec, vous avez vu, de la neige un peu partout, des températures négatives. Et je veux rappeler qu'il y a au moins 7 personnes qui sont décédées de la rue et du froid en 2 semaines de coupure parlementaire que nous avons, que le collectif des morts à la rue dénombre 912 personnes qui sont mortes de la rue l'année dernière, dont la plus âgée d'entre elles avait 93 ans et les plus jeunes avaient seulement quelques jours. Des gens meurent dans la rue, chez nous, dans notre pays. Des enfants, des vieillards, des personnes en situation de handicap. Mais pour ces vœux, ils se repaient d'imprécations vides et faussement poétiques. Ne renonçons pas à la place de la lecture, du beau, de la culture,
Ne renonçons pas chaque jour à être une nation plus solidaire, plus fraternelle. Oui, au fond, je nous souhaite de résister à l'ère du temps, tout simplement car nous sommes Français. You need to shut the fuck up! C'est probablement ce qui caractérisera le mieux l'héritage politique d'Emmanuel Macron. Sa cruelle et méchante vacuité. Faire de la com quand ça l'arrange et aller en sens inverse quand il faut agir vraiment. Make our planet great again. Et c'est justement ce qu'on va voir à propos du Venezuela. Parce que, encore une fois, notre cow-boy en carton-pâte de président nous a concocté un beau foutoir, saveur pétrole et agent orange. Alors, on va regarder de plus près ce qui se passe à propos de l'agression américaine au Venezuela. Qui a dit quoi? Qui défend qui propose quoi? Et de quoi il retourne derrière cette affaire? Bon, ce qui retourne derrière cette affaire, c'est facile, c'est l'impérialisme extractiviste des Américains. Ça fastoche. Mais que peut ou doit faire la France au milieu de tout ça? Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Hubert! Parce que c'est vrai que c'est plutôt dégueu comme situation. Alors, tout cela est encore assez frais. L'invasion armée américaine n'a eu lieu que dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026. Le 3 janvier au soir, Emmanuel Macron commentait la situation. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolas Maduro et ne peut que s'en réjouir. En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolas Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. Après une agression militaire armée, une réponse comme ça... comment dire? C'est dégueulasse. Évidemment, les oppositions l'ont pas loupé lors des questions au gouvernement mardi 6 janvier 2026. La déclaration du président Macron, immédiatement relayée par Donald Trump, est une insulte à notre histoire et une humiliation. La France doit parler d'une voix forte pour s'opposer à cet impérialisme forcené, aux côtés de la Colombie, du Brésil, du Mexique ou encore de l'Espagne. Emmanuel Macron nous fait honte. Ni condamnation, ni mention de l'agresseur. Jusqu'où le président abaissera-t-il la France? Pourquoi s'est-il couché devant Donald Trump en refusant de défendre le droit international? Pourquoi défendre l'OTAN au service d'un État qui nous menace et nous rançonne? Bon, la réponse de Macron a semblé faire consensus. Cette réaction du président français, comment vous la qualifiez? Aveugle. Aveugle? Inconsciente des réalités. Irresponsable en ce qui concerne l'avenir de notre pays et l'avenir de l'Europe. Attendez, on se la remet. Aveugle. Aveugle? Inconsciente. Bon, après une pareille humiliation publique, notre Marc Aurèle a eu besoin d'un sauvetage de grande envergure. Et c'est ce à quoi se sont attelés ces godillots avec la finesse et l'intelligence de petits soldats de plomb. Il a raison, Gabriel Attal. Le droit international, ça doit être la protection, le bouclier des dictateurs à travers le monde. Ah oui, c'est vrai, parce qu'entre-temps, les dents du petit Gabriel raclaient tellement le parquet qu'il a voulu attirer un peu d'attention sur lui en entrant dans une surenchère franchement infâme. L'intervention décidée par le président Trump au Venezuela commande avant tout lucidité et pragmatisme de notre part. Il y a une forme d'hypocrisie derrière les atermoiements à réagir, les déclarations de façade et les condamnations sans effet. This guy is fucking stupid! Alors en gros, les macronistes avancent une série d'arguments qui, de prime abord, ont l'air assez convaincants. D'abord, Maduro c'est un méchant, et comme c'est un méchant, même si c'est illégal, c'est pas mal quand même. Ces arguments sont hypocrites et tout pourris. Ils sont très dangereux parce qu'ils reposent sur une logique qui démantèle tout le fonctionnement de l'ordre international contemporain. Bon, dans cette vaste opération Sauver le soldat Macron, les macronistes ont sorti la grosse Bertha. Macron, il a raison parce que Maduro, c'est un méchant. Est-ce que un dictateur en moins, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? On pense que c'est une bonne nouvelle. Et le cornu ne s'est pas gêné de renchérir. C'est très compliqué de vous entendre dire pas de double standard et ne pas aussi appliquer la lecture du droit international sur la nature même du régime de Nicolas Maduro au Venezuela. Opération électorale viciée, police vénézuélienne pratiquant la torture, aucune séparation des pouvoirs. Pardon, on ne peut pas d'un côté dire que la police de la République, ici en France, tue, dire ici que nous ne sommes pas en démocratie et ne pas voir que le régime de Nicolas Maduro était une dictature. Derrière cette analyse en apparence valide se cache un premier sophisme. Est-ce un fait pertinent pour juger la situation? La réponse est non. Le statut légal du chef de l'exécutif n'est jamais en soi une raison valable pour agresser militairement un pays. L'usage de la force est strictement encadré par la Charte des Nations Unies. L'article 2 est clair. Les membres de l'organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationale ainsi que la justice ne soient pas mises en danger. Les membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État.
Il n'y a pas besoin d'en dire plus. L'usage de la force n'est compatible avec la charte que sur mandat du Conseil de sécurité ou en cas de légitime défense. Dans les autres cas, il s'agit bien d'un crime d'agression. La charte garantit explicitement l'indépendance politique des États. Juger le régime d'un voisin non démocratique n'autorise donc pas une intervention militaire. I'm shocked. Des os, pas des os, hein. Cela ne signifie pas que la charte considère tous les régimes comme équivalents. C'est même l'inverse. Le préambule affirme des principes profondément démocratiques. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, 2 fois, en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, a proclamé à nouveau notre foi dans des droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites. Et pourtant, la qualité d'un régime politique ne constitue jamais une justification légale à l'usage de la force. Aucun prétexte n'autorise une nation à envahir son voisin, et encore moins s'il prétend le faire pour y régler les problèmes qui s'y trouvent. Les problèmes et leurs solutions appartiennent au peuple, qui dans chaque pays en est le seul maître. Les rédacteurs de la charte, marqués par les 2 guerres mondiales, savaient qu'autoriser la violence pour de bonnes raisons ne conduit qu'à une chose, la généralisation de la violence. Dans les relations internationales, les bonnes raisons des uns sont les crimes des autres. Légitimer la force, même moralement, favorise mécaniquement l'escalade et la guerre. Le sentiment que tout cela est passager. Après Donald Trump, les choses reviendront à la normale. Non, c'est un changement profond qui se prépare depuis des années. C'est la marche vers des nouveaux empires et l'Amérique aujourd'hui est prise par une forme d'hubris où tout est possible. En prétendant faire de la réelle politique, les macronistes commettent l'erreur classique des relations internationales. Croire qu'un cas peut rester isolé. Renoncer sur le Venezuela servira de précédent pour justifier d'autres guerres d'annexion. Bien loin de faire peur à la Russie et à la Chine, par sa puissance militaire, les Américains valideraient la lecture russe et chinoise. Parce que c'est un message d'un empire qui se comporte de façon impériale et qui, en quelque sorte, dit aux autres empires « moi, dans ma zone d'influence, selon les principes de la doctrine Monroe, dans l'hémisphère occidental, je fais ce que je veux, je me sers, je prends les richesses là où elles sont. » Mais ça, ils s'en fichent les macronistes, parce que Maduro, ça serait un méchant, et que ça serait pour la démocratie tout ça. Bref, chez les macronistes, on le sait, il y a les bons et les méchants dictateurs. Ceux qu'on envahit pour les détrôner, et ceux avec qui l'on parle poliment. Les geôles russes, chinoises ou saoudiennes n'ont rien à envier à celles du Venezuela. Oui, alors on sait que les macronistes sont déjà de gros hypocrites. Mais en plus, prétendre libérer un peuple sous la menace permanente de bombardement, ça se pose là, hein. Je ne crois pas que le peuple vénézuélien puisse décider souverainement lorsque son président et son épouse sont ainsi kidnappés par une force étrangère. L'argument de la démocratie et de Maduro est tout à fait risible et dangereux. Parce que tout le monde le sait, derrière ça, c'est le pétrole. Il n'est question que d'argent, l'impérialisme américain ne connaît que ses intérêts économiques et M. Trump lui-même l'a dit. Vous essayez d'envelopper ça derrière une histoire de liberté ou de démocratie, mais M. Trump est beaucoup plus honnête que ses petits vassaux. Il a dit on veut faire de l'argent. M. Trump dit directement, ce qui m'intéresse, c'est le pétrole. On voit bien que ce que fait Donald Trump au Venezuela, il l'a pas fait forcément parce que lui est contre la dictature de Nicolas Maduro. Ce qu'il veut, c'est le pétrole. Oui, tout le monde le sait que c'est pour le pétrole. Derrière les arguments pourris de Trump se cacherait la gloutonnerie extractiviste d'un capitalisme américain aujourd'hui débridé. En réalité, on ne sait pas vraiment pourquoi Trump a attaqué le Venezuela. On ne sait pas bien ce qui se passe dans sa tête s'il se passe encore des choses. En tous les cas, du pétrole, on sait qu'il en parle et qu'il en est très fier. En 2003, avec la guerre en Irak, on a aussi su que c'était pour le pétrole. Mais les USA faisaient quand même un peu semblant de dire qu'il y avait des armes de destruction massive. Le chef de la diplomatie américaine brandit un flacon d'anthrax pour dénoncer l'existence d'armes biologiques, puis fournit une photo non identifiée d'un drone, avion sans pilote, qui pourrait transporter des armes chimiques et biologiques. Aujourd'hui, il ne se cache même plus. Ces guerres cachent les grosses mains avides des majors américaines. Les nouveaux empires ne travaillent pas seuls. Ils ont des complices, des complicités qui leur servent de soutien. Force oligarchique numérique, on le voit en Europe très fortement, alliance avec des forces puissantes, oligarchiques, numériques, financières, technologiques, médiatiques. Ce sont ceux qui soutiennent aujourd'hui ces nouveaux empires. C'est vrai du côté russe, c'est vrai du côté chinois, c'est vrai du côté américain. Alors, on a l'habitude des macronistes qui font du larbinat pour le grand capitalisme américain, hein. Les Uber Files, vous vous souvenez ?
L'Europe doit offrir une troisième voie solide aux peuples pris en étau par les empires et les carbofascistes. Les macronistes montrent au grand jour leur manque de recul, de culture et de compréhension des relations internationales. Derrière l'opposition à l'agression américaine, il ne s'agit pas d'utiliser le droit international comme bouclier pour les dictateurs, mais de protéger la sécurité collective. Nous assistons au retour des empires, à la remise en cause de l'ordre international. Il semblerait qu'il a bien vite oublié ses vœux, lui. Et la position française est d'autant plus inquiétante qu'elle n'a pas été très clairement exprimée par nos hauts responsables. Et c'est ce qui s'est joué lors de la séance de questions au gouvernement mardi 6 janvier 2026. Face à l'impérialisme prédateur des États-Unis, de la Russie, de la Chine ou d'Israël, la France et l'Union européenne doivent fermement défendre nos valeurs et le multilatéralisme. Et le cornu a été serré de près. Le Quai d'Orsay avait condamné l'agression américaine alors que Macron l'avait célébré, donnant le spectacle de cloches. Bien discordante. Peut-être c'est juste le son de cloche pour faire la messe. Venant de Macron, c'est très probable, maudit. Et ça a un peu irrité les députés. Face aux différentes puissances, comme la Russie et Israël, qui s'évertuent à saper l'ordre juridique mondial, la France, comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, doit s'imposer comme la garante du respect du droit international et de la Charte des Nations Unies. Elle peut entraîner la grande majorité des États qui croient encore que le progrès et la paix est du côté du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bon, on va voir la grosse cloche maintenant. En effet, le cornu a pris sa grosse voix et s'est fait rassurant. Vous m'avez suffisamment reproché de ne pas être en cohabitation avec le président de la République, donc je ne suis pas son premier ministre de cohabitation, me semble-t-il, donc je viens de vous redonner la position de l'exécutif, telle que vous ne pouvez pas me le reprocher quand ça vous arrange et quand ça vous arrange pas, donc là je vous le dis. Ouh, la cloche, ouh, la belle cloche. Ouais, il se la joue cloche finaude. Rassurez-vous, bon peuple, tout est sous contrôle, tout est bien clair et précis. Ce sont des professionnels. Le Quai d'Orsay n'est pas une autorité administrative indépendante et personne ne peut penser un seul instant, Monsieur le Président, donc je vous rassure, que la réaction de Jean-Noël Barrot tout de suite n'a pas été faite sous l'autorité, le contrôle, l'instruction du chef de l'État. Donc que les choses soient claires. Si la position de la France est si claire, pourquoi il y a deux sons de cloche ? Ouais, j'ai pas compris cette histoire de cloche. Mais rassurez-vous, personne n'a compris cette histoire non plus. Tout le monde est d'accord, mais ils disent des trucs différents. Est-ce que le fait qu'il faille faire l'exégèse de la déclaration du président, de celle du ministre des Affaires étrangères, ne montre pas qu'il y a eu un problème de communication sur ce dossier vénézuélien ? Je pense que sur ce dossier, ce qui est important, ce n'est pas la communication, c'est de comprendre la situation. Ah elle est là la cloche, regardez. C'est effectivement une réponse particulièrement nulle. Dans l'ordre international, les mots sont pesés, les déclarations scrutées et les réactions évaluées. Décidément, les macronistes y comprennent vraiment rien. Malheureusement, nous non plus, parce qu'à la fin, on ne sait plus trop de quoi ils retournent. Tout est illégal dans cette affaire. Le régime de Nicolas Maduro, le cycle électoral de 2024, l'opération militaire américaine qui contrevient à la Charte des Nations Unies. Ah bon ? C'est illégal maintenant. Est-ce que vous condamnez Est-ce que vous condamnez l'agression américaine ? Non, vous refusez de condamner la violation du droit international. C'est pas vous qui faites les questions. Je me suis permis de pas répondre. C'est ce que nous demandons au gouvernement aujourd'hui, c'est de condamner. L'opération est illégale. L'opération donc est illégale. Vous la condamnez. Jean-Noël Barrot. Oui, c'était une opération. Je ne sais pas. On n'en parle pas. Mais aucun macroniste n'a utilisé le mot condamnation. Alors, le mot illégal a été prononcé. Vous réjouissez mais dans la même phrase. C'est le en même temps. Je me réjouis vous vous réjouissez pour les Vénézuéliens de ne plus avoir Nicolas Maduro à leur tête. Ça sent l'arnaque cette histoire. Enfin, pas parce que l'opération est illégale qu'il ne faut pas se réjouir qu'un autre avenir soit possible pour le peuple vénézuélien. C'est vrai que c'est comaque ce truc. Pour les macronistes, l'attaque de Trump est peut-être illégale, mais elle est réjouissante. Elle est illégale. Donc nous disons qu'elle est illégale. Mais on ne doit pas se comporter comme ça. Vous en réjouissez. Et donc nous disons, on s'en réjouit pas. Si, c'est ce que vous avez dit. On se réjouit que Nicolas Maduro soit plus là. Oui, donc vous vous réjouissez de l'opération. Ah, ils sont forts, ils sont très forts ces macronistes. Ils ont inventé l'illégalisme réjouissant. Pas mal, non ? C'est français. Alors, prenons un peu de distance. Dans l'ordre international, il n'existe pas réellement de juges, hormis de très rares exceptions de moins en moins convaincantes. Ce sont les États qui décident, plus ou moins souverainement, du bon droit. Une chose est illégale parce que les États la jugent comme telle. Le jugement porté par un État sur les actes d'un autre État est donc déterminant pour savoir si ces actes sont condamnés internationalement. Que la position de la France soit « c'est illégal mais réjouissant », c'est extrêmement grave. Imaginez si un juge disait ça à propos d'un féminicide. « C'est illégal mais si réjouissant ». What? No, all right. I know that sounds bad.
Dans ce cas, ce n'est tout simplement pas illégal. Par définition, une chose illégale est réprimée ou condamnée. Dire que c'est illégal tout en ne faisant rien et en rajoutant que c'est réjouissant revient à dire que ce n'est pas illégal. Concrètement, quelles mesures ont été prises pour empêcher que cela se reproduise? Eh ben franchement, rien. Bon, une guerre économique contre les États-Unis ne serait sans doute pas judicieuse, mais on doit faire mieux. C'est une responsabilité pour la France. Si elle ne fait rien, rien ne se passera. Comme ça peut arriver sur les questions internationales, De Villepin a eu des choses intéressantes à raconter qui représentent bien cette position historique de la France en matière diplomatique. Alors bon, il reste de droite, mais ça vaut le coup. Cette logique de soumission et de vassalisation, elle nous conduit peu à peu, et c'est là où nous retrouvons un clivage qui était déjà celui de 2003, quand les États-Unis ont décidé d'intervenir en Irak. Et dire non aux États-Unis aujourd'hui, vous avez été l'homme qui a dit non. Et quel était l'objectif en 2003 ? En 2003, l'objectif, c'était d'éviter une bataille structurée par les États-Unis avec les pays européens contre l'Irak, contre un autre monde. Comment empêcher cette macabre répétition? L'exemple de 2014 avec l'Ukraine est cruel. La mollesse face à l'annexion de la Crimée a conduit à la guerre d'Ukraine aujourd'hui. Si Trump n'est pas arrêté cette fois, il recommencera. Il croit être courageux en se concentrant sur certains sujets. La vérité, c'est que de seuil en seuil, les États-Unis deviennent irrattrapable. Et la soumission européenne devient encore plus grande. Donc on ne sera pas plus efficace sur l'Ukraine en ne revoyant pas ce qui se passe au Venezuela. La position macroniste est vile et dégradante pour la France. Ils espèrent gagner sur les deux tableaux en soufflant le chaud et le froid, mais ils perdront sur les deux. La servilité ne produit rien d'autre qu'une extension du champ de la domination du plus fort. Voilà la règle qui toujours s'applique et se vérifie. Les macronistes se donnent des airs de grands stratèges. En réalité, la sortie anti-Maduro et pro-Trump visait à préparer la coalition pour l'Ukraine afin d'obtenir l'aide américaine contre la Russie. Sur le papier, ça peut sembler malin. Il privilégie ce qu'il croit être sa capacité à agir sur l'Ukraine avec les Européens. Et donc, au nom de l'action nécessaire sur l'Ukraine, il considère comme secondaire ce qui se passe à Caracas. Or parce qu'il n'attache pas d'importance aux principes. L'argument de fond reste celui de la réelle politique. Il faudrait être pragmatique. Le Venezuela, on s'en fiche. Et si en plus on peut obtenir quelque chose pour l'Ukraine, où est le problème? Sauf que non, le Venezuela compte, y compris du point de vue français. À 1000 kilomètres du Venezuela, dans le pourtour, en Guyane, dans les Antilles, il y a 1 million de Français. Mais en plus, sur le fond, ça ne marche pas. Ce renoncement, c'est juste un renoncement. Nous ne serons pas plus efficaces sur l'Ukraine en fermant les yeux sur le Venezuela. Au contraire, nous serons encore moins crédibles. Vous voulez dire que Emmanuel Macron, ce qui se passe là, il a ouvert la boîte de Pandore, Donald Trump? Mais bien sûr. Laisser Caracas se faire agresser, c'est valider les sphères d'influence revendiquées par la Chine et la Russie. En quoi adopter la thèse russe affaiblirait-elle la Russie? De Villepin démontre précisément ce raisonnement pseudo-pragmatique. Il y a ceux qui se vantent d'être pragmatiques et de vouloir privilégier l'efficacité. Dans les deux cas, ils se trompent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas être pragmatique que ne rien dire à un empereur décrété qui agit au Venezuela. Ce n'est pas être pragmatique, c'est ne pas voir la nature de son comportement et de sa politique, qui, une fois de plus, est marquée par l'illimitisme. Les ressources pétrolières Venezuela, les ressources en terres rares du Groenland. Bon, après une semaine de remontrances unanimes et sévères, la Macronie semble avoir changé un peu de braquet. Face à ceux qui voudraient voir revenir la loi du plus fort, désinhibée, les suivre bêtement, c'est pas notre intérêt. Ça, c'est le choix de la vassalisation heureuse, c'est pas le nôtre. Il ne correspond pas ni aux intérêts, ni aux valeurs de la France et de l'Europe. C'est encore très très tiède. Je crois même qu'il y a aujourd'hui un processus, pour certains assumé, de recolonisation. Et au fond, nous sommes pris dans un espace du jeu très étonnant, où nous, Français européens, nous subissons des discours anticoloniaux qui ne correspondent plus à des réalités, à notre pratique, et nous subissons une agressivité néocoloniale de certains. Mauvaise situation. Et bingo, boomer, ouin ouin. Y a rien qui va. D'abord, il remet en jeu le passé colonial de la France comme si c'était une vieille chose finie, réglée et aboutie, pour mieux se plaindre des agressions américaines. Mais sa solution, c'est quoi? Je crois que si nous montrons de la constance, de la détermination et de l'action, elle peut être féconde. Mais il va falloir beaucoup d'endurance. Oui,
Justement, alors peut-être réfléchir, consulter, réfléchir encore une fois avant de tweeter. La politique internationale n'est rien d'autre que ce que les États en font. La seule question est donc, que veut-on que la France y fasse ? La gauche n'a jamais prétendu que la France pouvait résoudre tout toute seule. Mais elle a toujours défendu l'idée que la France peut être une puissance exigeante et crédible, comme l'a montré son histoire internationale, malgré le démantèlement méthodique des grands corps diplomatiques par Macron. Voilà pour cette fois. On se retrouve très bientôt pour commenter l'actualité politique et parlementaire. N'oubliez pas de liker, commenter, partager pour diffuser une information libre, indépendante et accessible à tous. Et en attendant la prochaine fois, on vous laisse avec cette citation inspirante. La France ne se diminue pas quand libre de toute visée impérialiste et ne servant que des idées de progrès et d'humanité, elle se dresse et dit à la face du monde « Je vous déclare la paix ». Aristide Briand, discours aux anciens combattants, 14 juin 1931. Il a raison, Gabriel Attal.